Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, comme tous les jours de 10h à midi sur LCI. Trump boude. Trump joue au golf. Trump refuse de téléphoner à Joe Biden pour le féliciter. Et après tout, c'est un peu ce qui s'était passé, toute proportion gardée, en 2000. Al Gore, Bush, souvenez-vous. Sauf qu'à ce moment-là, c'était Bush qui semblait être élu et c'est Al Gore qui multipliait les recours. D'ailleurs, à cette époque-là, on disait « Tenez bon, Al Gore, tenez bon », voilà. Alors que là, maintenant, dans la société civile, aux États-Unis comme en France, on ne dit pas « Tenez bon, Trump », on dit « Trump, dégagez ». Trump s'accroche, mesdames, messieurs. On va voir ce que ces recours vont donner. Va-t-il capituler et téléphoner à Biden? On le saura dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, la question que je vous pose aujourd'hui est d'une autre nature. Est-ce que le Trumpisme va vivre, exister, ce boulangisme, ce poujadisme version américaine? A-t-il de l'avenir sur l'échiquier US? Vous m'appelez tout de suite au 01 41 41 10 20. C'est parti. Mesdames, Messieurs, vous avez vu forcément ces images volées par les photographes de Trump jouant au golf. C'était hier. Voilà, Trump s'est enfermé dans son mutisme et dans son silence. Je vous propose également de voir Laurence Haïm, consultante LCI à Washington. Laurence Haïm était cette nuit devant la Maison-Blanche, étonnamment silencieuse, étonnamment sombre. Depuis jeudi, Donald Trump n'est pas apparu en public. Lorsqu'on a vu des collaborateurs de Donald Trump, ils nous ont dit on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et regardez cette Maison Blanche cette nuit où nous étions seuls. Ça, c'est le bureau du Chief of Staff, le secrétaire général de la Maison Blanche, qui a été diagnostiqué avec le Covid et qui n'est pas là. Ça, c'est l'entrée du bureau ovale où il n'y a absolument personne. Les pièces dans The West Wing sont complètement éteintes. Et puis là, c'est le bureau du porte-parole de la Maison Blanche qui n'est pas là. Depuis jeudi, Donald Trump n'a fait que tweeter et jouer au golf. Personne ne sait dans les heures qui viennent ce qui va se passer. Est-ce que Donald Trump va, comme il le dit dans ses tweets, demander un recomptage, faire en sorte qu'en Géorgie, qu'en Pennsylvanie, qu'en Arizona, on recompte, qu'il y ait des procès et que le processus dure très longtemps? Est-ce qu'il va concéder? En tout cas, un fait demeure. Dans cette Maison-Blanche vide, Donald Trump est de plus en plus isolé. Il tweet, l'Amérique trumpiste ne s'est pas manifestée encore et tout le monde attend de savoir quand Donald Trump prendra son téléphone pour féliciter le président élu Joe Biden. Voilà, mesdames, messieurs, je vous présente mes invités dans une seconde, mais je voudrais tout de suite passer le micro à William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour. Je vous ai invité parce que vous êtes le seul, un des rares à avoir quelques tendresses parmi les éditorialistes en français. Et alors moi j'ai lu quand même des choses, parce que c'est vrai qu'on tombe tous sur le râble de Trump en disant il se roule par terre, il fait des simagrées, il fait de la comédie, il est incapable d'accepter la défaite. Bon, très bien, c'est agaçant, quelqu'un qui n'accepte pas la défaite. Mais en même temps, je vois émerger sur les réseaux sociaux des faits inquiétants. On me dit que des milliers de personnes mortes auraient voté à tel endroit, qu'une personne née au 19e siècle aurait voté, que dans certains États, il y a eu 110% de votants. J'ignore si c'est vrai que le boxeur disparu, Joe Frazier, aurait voté. Bon, alors, est-ce que c'est possible? C'est vrai qu'en même temps, aux États-Unis, il faut sortir sa carte d'identité pour acheter un pack de bière, mais il y a certains lieux, pas tous, où c'est très facile de voter sans cette carte d'identité. Quelle est votre lecture? Pardon, excusez-moi. Quelle est votre lecture de ces supposées tricheries? Est-ce qu'elles sont inventées, parce que c'est tout à fait possible qu'elles le soient, ou pas? Moi, j'aimerais faire une petite comparaison juste avant de commencer mon propos. C'est ce qui s'est passé en 2016 et en 2020. En 2016, on avait présupposé qu'il y avait une tricherie ou une influence, une ingérence des Russes. Et donc, du coup, tous les médias avaient repris cette information, qu'elle soit vérifiée ou non, notamment les médias américains, à commencer par le New York Times. J'ai vu un tweet qui est très intéressant qui comparait deux articles du Monde entre 2016 et 2020. En 2016, il disait ingérence russe, il faut absolument une enquête, etc. 4 ans après, on n'a jamais vu une seule ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Pourtant, en 2020, ils mettent Donald Trump accuse sans fondement, c'est pas possible, pourquoi il se permettrait ça? J'ai l'impression qu'en fait, il y a une double lecture, deux poids, deux mesures. Quand c'est les démocrates
qui invoque une tricherie, il serait forcément présupposé de bonne foi. Et quand c'est un républicain, surtout si c'est Donald Trump, il est accusé de mauvaise foi et globalement, c'est uniquement pour faire tenir la route, etc. Moi, je pense que Donald Trump, pour l'instant, n'a pas encore perdu. Il est loin d'avoir perdu. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle de président élu. On prend à situation renversée. Si c'était Donald Trump qui s'était proclamé président élu, est-ce que les médias ne lui seraient pas tombés dessus, tous les commentateurs, etc. Donc il y a vraiment un deux poids, deux mesures qui est inadmissible. Il y a plusieurs inexactitudes ou un petit manque dans votre présentation des faits. Je termine mon propos dessus. Quand un président américain est déclaré président élu, il n'y a que deux raisons. Soit il est élu par le collège électoral, ce qui n'est pas encore le cas, soit c'est l'adversaire qui concède l'élection. Les deux conditions ne sont pas encore réunies, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on appelle Joe Biden président élu. Jean-Michel Apathy, je savais qu'il allait vous agacer comme ça d'emblée. C'est pour ça que je vous l'ai servi vous avez comme une raison, sorte d'apéritif. C'est très gentil. Merci beaucoup, Eric, parce que votre présentation est incomplète. Il y avait l'hypothèse d'une manipulation russe en 2016. Mais malgré cette hypothèse, Hillary Clinton a tout de suite concédé sa défaite. Donc c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui. Oui, mais donc, si vous voulez faire un parallélisme entre 2016 et 2020, malgré l'hypothèse de la manipulation russe, dont je ne sais pas si elle a existé, Hillary Clinton a concédé la défaite alors même qu'elle avait 3 millions de voix de plus pour le suffrage populaire que Donald Trump. Mais puisque le système électoral américain donnait plus de grands électeurs à Donald Trump, elle a concédé sa défaite tout de suite. Parce que ne pas concéder la défaite tout de suite, ça n'est pas qu'un caprice d'enfant, c'est que l'État américain doit continuer à vivre, qu'il faut prendre des décisions. Et qui peut prendre des décisions aujourd'hui ? C'est tout de même un problème politique majeur de ne pas concéder sa défaite. Et je voudrais juste vous dire autre chose. Il ne s'agit pas de stigmatiser Donald Trump et de... Un peu quand même. Non, pas du tout. Il faudrait demander à son équipe, puisque les opérations de vote sont terminées depuis mardi, ce qui pour l'instant n'a pas été fait. Pourquoi officiellement Rudolph Giuliani, c'est Rudolph je crois son prénom, Rudy Giuliani, qui fait des points de presse un peu partout, et notamment dans des endroits baroques, sur des parkings, enfin vraiment il mouille la chemise le monsieur. Pourquoi il ne raconte pas... Pourquoi il ne raconte pas, lui, des histoires précises de fraude puisque vous dites la personne née au 19e siècle, j'ai oublié son nom, mais c'est une erreur qui a été réparée. Aux États-Unis, on donne au fils le prénom du père. C'est la case du père qui a été cochée sur la liste électorale et pas la case du fils. Et donc, du coup, ça a été rectifié. Donc, cette histoire, elle est balayée. 110% de vote, c'est dans le Michigan. En fait, l'information qui circule, mais qui est officieuse, c'est pas quelqu'un du camp Trump qui la prend officiellement à son compte, dit qu'il y avait 3 100 000 électeurs inscrits dans le Michigan et qu'il y a 3 200 000 électeurs. Donc, c'est un problème s'il y a plus d'électeurs que d'inscrits. Vérification faite, mais tout ça est disponible sur le net. Il y a 3 600 000 électeurs dans le Michigan. Et donc, la participation est de 76%. Bon, voilà ce qui est dans la moyenne d'une élection, on a beaucoup voté. Donc, nous n'avons pas de fait précis. S'il y a une triche organisée, mais que Biden meure, parce qu'on ne peut pas tricher avec le suffrage universel, mais il faut l'établir. Il faut l'établir. Et Donald Trump ne peut pas, en gardant le silence pendant 4-5 jours, c'est irresponsable au premier sens du terme, paralyser la machine américaine. C'est pas une question de le soutenir ou de le combattre. Non, mais Donald Trump est président des États-Unis, on est d'accord dessus, à minima jusqu'au 20 janvier. Mais bien sûr, donc il peut poursuivre et gérer les affaires courantes pendant ce temps. Là aussi est éclatante. Il y a une transition. Il y a une transition, mais l'équipe de transition a déjà été lancée. Joe Biden a lancé un compte Twitter avec son équipe. Que j'aime la façon dont ce débat s'engage. Sur un autre point, sur les fraudes, pour l'instant, c'est quand même compliqué d'établir entre, dans certains États, 110 000 triches, 150 000 triches en moins de 5 jours. Pour Bush contre Al Gore, ça a duré 40 jours, le recomptage. Uniquement sur la Floride. Et uniquement sur un État. Donc là, on demande de recompter sur 5 à 7 États. Donc il est nécessaire d'accorder plus de temps. On ne peut pas demander à Donald Trump d'établir des preuves en moins de 5 jours. Parce qu'on demande pas des preuves, raconter des histoires. Attendez. Il va l'annoncer aujourd'hui, c'est ce qu'il a annoncé. William Tay, Jean-Michel Apathy. Dans une seconde, je vous passe la parole. Oui, Anne-Elisabeth Moutet, journaliste éditorialiste au Sunday Telegraph, je vous passe la parole dans une seconde, mais je veux entendre l'avocat. Jean-Claude Beaujour est avocat, il est vice-président de France-Amérique, il est à nos côtés, il ne dort pas, on le voit partout, il parle sur toutes les radios, s'exprime sur toutes les chaînes de télévision, il a une expertise très précieuse. Jean-Claude Beaujour, vous me disiez juste que sur le plan de la bataille juridique,
Rudy Giuliani, le super avocat, le chef des avocats, on va dire, de Trump, n'a pas été très bon. Alors, je suis d'autant plus à l'aise qu'il y a 4 ans, j'avais prédit 3 semaines avant l'élection de Donald Trump, et il ne s'agit pas de faire de l'anti-Trump. On va faire un peu de technique. Effectivement, mon confrère Giuliani n'a pas été très bon. Pourquoi ? Parce que dans ce type de dossier, et indépendamment du nombre d'États, puisque dans chaque État, il y a des législations différentes, il y a des équipes d'avocats différentes. Ce n'est pas une équipe qui gère tous les États. Donc l'histoire du timing ne joue pas. En revanche, pour chaque État, vous prenez les faits. En général, vous avez des faits significatifs. Et ces faits doivent correspondre à une infraction à la loi. Et on regarde mécaniquement si ça a pu altérer la sincérité du scrutin. Ce que j'aurais attendu de mon confrère, en tout cas ce que je me serais peut-être essayé à faire, c'est effectivement démontrer cette mécanique. On n'a pas besoin de 25 situations. Il suffirait qu'il y ait, comme vous dites qu'il y a eu plus de votants que d'inscrits. C'est très simple. Il y a la liste des inscrits. Il y a la liste des votants, c'est très simple, ça ne pèse pas très lourd. Vous allez devant un juge, vous le faites constater, on constate la matérialité des faits, inscrits, votants. Si les votants sont plus importants que les inscrits, c'est sûr que ça altère la sincérité du scrutin, et je peux vous jurer que quel que soit le juge, il vous donne satisfaction. Moi, c'est là où j'aurais attendu vraiment une démonstration simple, claire, pas besoin de 50 exemples, 2 ou 3 exemples pour les États concernés, et par État concerné. Pas dire il s'est produit des tas de choses. Des tas de choses, ça n'est pas du droit, ce sont des allégations, et là encore, c'est pas pour ou contre Donald Trump, c'est de la rigueur intellectuelle. Un fait non démontré est une allégation, et on ne juge pas sur des allégations. Dessus, ils ont déjà commencé à apporter quelques éléments. Par exemple, sur l'État de l'Arizona, ils ont précisé que ceux qui étaient venus le jour même ont vu leur bulletin annulé parce qu'ils l'avaient rempli au feutre et non pas au stylo. Donc ils demandent en tout cas au juge de prendre en compte des bulletins précis. Ensuite, sur l'État... Je crois que les responsables de l'Arizona ont démenti ça, en disant que l'écriture au feutre n'était pas invalidante pour les bulletins. En tout cas, c'est devant le juge, et en tout cas, c'est en train de juger. On verra. Anne-Elisabeth Moutet. Revenons à l'élection précédente, parce que ça vaut le coup. Trump a été illégitimé avant son élection en 2016, et en particulier par cette idée qu'il était un agent russe. Qu'est-ce qu'il fait début 2017 ? Il fait un discours à Varsovie, qui est un discours important sur la liberté et la démocratie en Europe de l'Est. Et ensuite, il met sa politique là où il a mis son discours, c'est-à-dire qu'il envoie et il fait acheter des avions américains par l'Ukraine, la Pologne, la République tchèque et l'Estonie. Alors, comme agent de Poutine, on fait mieux tout de même, puisqu'il est en train de renforcer le glacis en face de Trump. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est extrêmement difficile de dire que c'était un agent des Russes, puisqu'il a fait tout, justement, dans un sens différent. Ça, ce serait la première chose. La deuxième, sur ce qu'a dit Jean-Michel Apathy à côté, je crois qu'il faut toujours rappeler la notion de vote populaire. Le vote populaire, c'est quelque chose qui marche très bien en France, dans la mesure où on compte un électeur, un bulletin vaut une voix, terminée pour élire le président. Aux États-Unis, il y a le système des grands électeurs, et ça veut dire que dans tous les États, 48 États sur 50, sauf le Maine et le Nebraska, si vous gagnez de 50,001%, vous emportez tous les grands électeurs de votre État. Si on prend des grands États très peuplés, comme la Californie, l'État de New York, par exemple, qui ont des notes de grosses quantités d'électeurs, de grands électeurs et donc d'électeurs, ça n'est pas la peine de vous crever à aller faire campagne et de dépenser de l'argent dans ces États, puisque de toute façon, si vous savez que vous ne l'aurez jamais, c'est un effort de campagne en plus. Et si on faisait campagne d'une manière différente, c'est-à-dire si c'était une personne, un vote, à ce moment-là, Trump serait allé dans des endroits comme Orange County, au sud de Los Angeles, il serait allé à Bakersfield, au nord de Los Angeles, il serait allé dans le nord de New York, upstate New York, la région des Finger Lakes, etc. Et il aurait fait campagne beaucoup plus. Et ça veut dire qu'on aurait emmené beaucoup plus de gens aux bulletins électoraux, et par contre, et les gens auraient voté différemment puisqu'on les compte pas. Et donc, on peut pas dire, mais il aurait eu le même décompte dans ces États s'il avait vraiment fait campagne dans ces États. Et c'est pour ça que la notion de vote populaire est une notion qui a toujours été pratique pour invalider psychologiquement l'autre candidat, mais ça n'existe pas. Je voudrais, mesdames, messieurs, c'est le principe de Brunet Direct, qu'on aille au téléphone au 01 41 41 10 20. Beaucoup d'appels, me dit-on. Nous sommes avec un Marseillais qui s'appelle José. Mon cher José, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bon, c'est la question, est-ce que le Trumpisme va survivre à Trump ? Bien entendu, parce que il faut reconnaître quand même que ce type, il a derrière lui 70 millions d'Américains. C'est pas des abrutis. Et le Trumpisme... Jamais, José, jamais un
un candidat républicain dans l'histoire des États-Unis n'a obtenu autant de voix que Trump, même s'il a perdu. Alors il y a la démographie américaine qui grandit d'année en année, mais c'est le maximum qu'on ait jamais obtenu dans le camp républicain. Ce que je voulais vous dire, monsieur Eric, c'est que ce type, il a eu même des poissons. Si on avait pu mettre les poissons qui étaient dans la mer contre lui, on l'aurait fait. C'est-à-dire, il a eu tous les médias. Il a eu le monde entier contre lui, et c'est ça. C'est pour ça qu'il incarne cette supériorité et cette fascination à l'égard d'un certain peuple américain. Il ne faut pas oublier, mon cher Eric, on peut parler de Trump, on peut parler de ce que comme vous voulez. D'ailleurs, la dame là, qui est là, Madame Moutet, là, pour moi, c'est un des plus grands experts que vous ayez sur LCI parce qu'elle a un langage de vérité. Elle est ni pro-Trump. Il parle de vous, Anne-Elisabeth. Non, voilà. Pour moi, c'est la meilleure. C'est pas M. Eric Bana. Lui, c'est un oracle, lui, qui, soi-disant, il avait prédit la défaite de Trump. Mais n'importe quel abruti, il savait que Trump, n'importe quel abruti, il savait que Trump, il allait perdre, à moins d'être un abruti. Parce que qu'est-ce qui s'est posé? Vous êtes un peu taquin, là. Cela dit, on ne demande pas aux experts de faire des prédictions, hein. Le boulot d'expert, c'est d'avoir une lecture experte, et c'est pas de faire des prophéties. Je suis d'accord, mais il faut être pragmatique. M. Eric Bana, il a oublié de dire que M. Trump, en avril, d'accord, il avait tous les sondages internationaux, d'accord, qui le donnaient gagnant en avril. Je me rappelle sur Internet où on disait attention, il est au plus haut dans les sondages. 59% des gens lui font confiance au niveau de l'économie, de la sécurité. Il ne faut pas oublier aussi que quand il était allé à Islamabad, en Inde, c'était une rostar. 100 000 personnes étaient là pour l'acclamer. Tous les conseillers politiques de tous bords disaient que les autres, ils n'avaient aucune chance parce qu'il était dans la quintessence Attendez. C'est dommage qu'il n'ait pas été candidat à Islamabad. José, une seconde. Il est précieux, lui. Restez avec nous, José. Anne-Elisabeth Moutet. Bon, d'abord, il y a un truc où on est obligé de rejoindre José, c'est qu'on a tendance, nous, Français, parce qu'on a toujours été proche du candidat démocrate, quelle que soit l'élection américaine. Voilà. Si les Français votaient, ce serait 95% pour le démocrate à chaque année. Bon. Mais on a tendance quand même à toujours caricaturer. Alors, d'abord, les électeurs de Trump, bon, ce sont des beaufs, des abrutis, des petits blancs qui n'ont rien compris, qui vivent dans le Wyoming et jamais dans les villes. Bon, même si c'est un peu vrai, on ne peut pas quand même résumer les choses à cette équation aussi simpliste. Et puis sur le bilan aussi, Qui sait la réforme fiscale? Qui connaît la réforme fiscale en France menée en 11 mois par Trump? Qui connaît la réforme de la justice bipartisane menée par Trump avec l'accord des démocrates du camp adverse? Personne. Voilà, alors on dit oui, alors il a baissé, c'est vrai, le chômage à 3,2, mais avant c'était à 4,5. Mais effectivement, de passer de 4,5 à 3,2, c'est énorme aux États-Unis. Et ça a permis d'ailleurs aux gens les plus modestes de négocier des emplois plutôt mieux payés parce que les travailleurs, les salariés se raréfiaient. Bon, bref, en gros, il a plutôt un bilan qui est présentable, même s'il n'y a pas que des bonnes choses, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Il a évidemment un bilan, parce que sinon les gens n'auraient pas voté pour lui. On dit les gens ont voté avec leur porte-monnaie, voulant dire que certaines des classes supérieures ont voté pour Trump. Mais les pauvres aussi ont voté avec leur porte-monnaie, avec le peu qu'il y avait dedans ou ce qu'il n'y avait pas dedans. Et son électorat, il ne se réduit pas à ce que j'appellerais les gilets jaunes, la France périphérique, l'Amérique périphérique, qui sont souvent beaucoup plus pauvres que chez nous, puisqu'il n'y a pas de couverture sociale ni médicale, et que quand on n'a pas d'argent en Amérique, on tombe beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Mais il y a un bilan remarquable. Alors, il y a un bilan économique qui était formidable jusqu'au Covid, et qui, peut-être d'ailleurs, à cause de l'imprudence de la gestion du Covid, s'est relevé plus vite, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de recréer des emplois, et le PIB est déjà remonté et nous attendons désespérément que ça arrive. Mais il y a surtout un bilan... Alors vous êtes carrément iconoclaste parce que vous allez jusqu'à dire, mais c'est intéressant, hein, vous allez jusqu'à dire que finalement cette non-gestion ou cette petite gestion du Covid, finalement, à terme, elle est plutôt bénéfique à l'économie américaine. Alors là, franchement, je n'ai pas envie de mettre des adjectifs dessus. J'ai simplement... à court terme, en tout cas, et on ne sait pas quels vont être les coûts en frais de santé, etc. à long terme, mais à court terme, ça veut dire que l'économie ne s'est pas complètement arrêtée. C'est la seule chose qu'on peut dire. Mais l'autre chose qui me paraît très importante, c'est de parler du bilan étranger. Parce que fait Trump? Trump a une vraie politique étrangère. Et dans une certaine mesure, je me fiche de savoir si c'est l'idée
conseillers de ses conseillers de son ministre des Affaires étrangères, de ses deux ministres des Affaires étrangères, Tillerson et Pompeo, qui l'ont formulé. Ce qui est évident, c'est qu'il est allé avec. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il dénonce la Chine bien avant le Covid. Il dit des choses que maintenant Emmanuel Macron lui-même dit, c'est-à-dire qu'il faut rapatrier des emplois industriels, il ne faut pas dépendre de pays comme la Chine, à la fois pour des stocks stratégiques de choses très technologiques et à la fois pour des stocks stratégiques simples comme les choses comme les masques. Alors il dit ça, il dit qu'il faut rapatrier des emplois. Biden ne reviendra jamais là-dessus. Non. Probablement pas. Non, mais ça n'est pas terminé pour la politique étrangère. Ouais. Il y a le fameux discours de Varsovie dont j'ai parlé. Il demande à l'Allemagne de payer la même chose en pourcentage de PIB que la France pour sa défense, c'est-à-dire 2% de PIB. Et là, au sein de l'OTAN. Et là encore, en tant que Français, on ne peut que se réjouir de ça, parce qu'il n'y a pas de raison que essentiellement, nous défendions les Allemands sur le continent. Il y a évidemment la paix au Proche-Orient. Et la paix au Proche-Orient, c'est quelque chose d'assez étonnant. Pendant 70 ans, on a fait la même chose. Et vous savez, la définition de la folie, c'est faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Trump et son beau-fils, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette équipe de branquignoles, prend le problème par l'autre bout. Il se rend compte, à la fois en faisant pression sur l'Iran, ce qui veut dire que les Séoudiens et le Golfe a maintenant sérieusement peur de l'Iran, et il va d'abord dans ces États-là, et il fait déclarer la paix à 4 États, bientôt 5. Si je peux terminer, je vous ai pas interrompu, et il réussit donc à faire une dynamique qui va être difficile à changer. Il fait assassiner de manière ciblée le type qui a organisé le Hezbollah, qui a gagné la guerre civile en Syrie, Qassem Soleimani. Il le fait assassiner de manière ciblée en Irak. Si je peux terminer, il le fait assassiner. Et on nous jure qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale. Rien. Et c'est un type qui a vraiment détruit la Syrie et le Liban. Si je peux terminer, je voudrais pouvoir terminer, je n'ai pas terminé. Vous allez passer toute la politique étrangère écoutez, excusez-moi, mais enfin, on vous a laissé parler, je ne vous ai pas interrompu. Alors, je voudrais terminer. Donc ça, c'est très important. On nous annonce qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale après cet assassinat ciblé, et il ne se passe rien. On nous annonce qu'il va y avoir la troisième intifada après le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, et il ne se passe rien. Et donc, malgré tout, il y a une cohérence dans cette politique étrangère. On peut penser ce qu'on veut de Trump, et en tant que personne, c'est vraiment pas quelqu'un qui est sympathique. Mais il y a un bilan, et ça vaut le coup de dire ce que c'est que ce bilan. Mettons qu'on n'ait rien à retirer à ce qu'a dit Elisabeth Moutet. Bilan économique formidable, politique étrangère formidable. Bon, ben alors. Prenons ça en compte. Qu'était Donald Trump dans cette élection? Pas l'outsider de 2016, il était le président sortant. C'est-à-dire qu'il a été jugé en connaissance de cause, à la fois sur sa politique et sur son action. Et sur les grands électeurs, mettons qu'il y ait des difficultés, des plaintes qui soient déposées sur le suffrage populaire, c'est-à-dire la totalité des Américains, il a quand même 4 millions de voix de moins que Biden. Donc ce sont des citoyens américains. Si les électeurs de Trump ne sont pas tous idiots, peut-on poser le postulat que les électeurs de Biden le soient tous? Que le bilan de Trump soit bon? Tout bilan, de toute façon, vous savez, vous en discutez jusqu'à perte de temps. Mais il y a eu un écran entre son action et l'électeur, c'est la personnalité de Trump. Les difficultés que lui-même a installées par des attitudes qui sont des attitudes qui posent problème ou qui poseraient problème dans toutes les démocraties. Des déclarations à l'emporte-pièce, des espèces de violences que de multiples collaborateurs ont rapporté. Enfin, il y a eu des livres, c'est pas les journalistes qui ont écrit des livres, ce sont des collaborateurs de Donald Trump à la Maison-Blanche qui ont brouillé considérablement l'action et la perception de l'action de Donald Trump. Encore une fois, on parle de Donald Trump en 2020 comme on en parlait en 2016, comme d'un outsider. Non, c'était le président sortant. Et dans l'histoire américaine, il est très rare qu'un président n'ait pas été réélu. Au moins, vous semblez d'accord sur ce point. Je vous repasse la parole dans un instant. Il est son pire ennemi, Trump. Oui, il est son pire ennemi. Il est son pire ennemi. Mesdames, messieurs, on se retrouve dans un instant. Est-ce que c'est le Covid, d'ailleurs, qui a eu la peau de Trump? Je poserai la question à mes invités. Mesdames, messieurs, est-ce que le Trumpisme va survivre à Trump? Et que va-t-il faire, Trump? Plusieurs scénarios s'esquissent. On parle d'une chaîne de télé, Trump TV, qu'il pourrait créer, diriger. Allez savoir, à tout de suite.
Branchez-vous au meilleur de l'actualité devant votre programme avec la nouvelle Skoda Octavia i-Vie hybride rechargeable. Chérie, on joue au Super Loto? J'ai déjà tout avec toi, bébé. C'est 13 millions quand même. C'est quoi? On va jouer ton anniv, le 12. C'est le 4. Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce vendredi, Super Loto de 13 millions d'euros minimum. Nous sommes un lien sur lequel vous pourrez toujours compter pour vivre sereinement. Nous sommes une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Nous sommes Aesio. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Réalisez une cuisine saine et gourmande avec le blender chauffant Silvercrest. Préparez vos veloutés, soupes, compotes ou encore smoothies en un tour de main. Ces 5 programmes, ainsi que sa fonction de maintien au chaud, vous offriront un confort de préparation et un gain de temps au quotidien. Blender chauffant Silvercrest, 49,99 € dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Leïla et Marie ont enfin emménagé ensemble, alors elles se disent que c'est le bon moment pour trier ce qui ne leur servira plus. Parce que déposer des annonces et revendre sur Le Bon Coin, c'est plus utile que tout avoir en double. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Carglass est ouvert partout en France. Avec ce qui se passe, après chaque intervention vitrage, on vous offre la désinfection de l'habitacle. Pour l'intervention, on a 2 solutions. Bien sûr, ça peut être un centre, mais finalement à domicile, c'est peut-être encore le mieux. Surtout si vous êtes en télétravail. Et en plus, avec l'hiver qui arrive, Carglass vous offre un dégivreur électrique sans fil. C'est une innovation Karcher. La désinfection, c'est offert. Le déplacement à domicile, comme d'habitude, c'est offert. Le dégivreur Karcher, c'est offert. Carglass répare, Carglass remplace. Assez de prise de tête. Assez de temps perdu. Assez des imprévus. Eh Volkswagen, emmène-nous à l'école. En revanche, ça, on n'en a jamais assez. Un beau jour, dans une jolie forêt. Volkswagen. Découvrez la BMW Série 1, qui ne fait rien comme les autres. Rien comme les autres, et qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Dis ma Série 1, tu nous réchauffes un peu l'ambiance. BMW Série 1, une et unique. En ce moment, découvrez la BMW Série 1 édition sport. Dès 295 € par mois, entretien inclus. Danger, danger, danger. Je te tiens. Rapide, puissant, résistant. Sauve-toi. Nouveau, la gamme Power de Patex, méchamment fort. Découvrez aussi votre indispensable colle instantané Patex Power. Vite, vite! U vous présente des croissants. Mais surtout des croissants U saveur au blé et au beurre 100% français et au prix bloqué de 2 € la boîte de 4. Oui, un prix bloqué sur 5000 produits U, c'est notre engagement pour soutenir votre pouvoir d'achat chaque jour. U, commerçant autrement. Et la salle de bain. Bien dans son jus, hein, comme je vous disais. Je m'y vois déjà. Oui, je comprends. Bon, vous allez voir, il y a quelques travaux. Mais vous pouvez faire appel à mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. On y va ? Réparer, rénover, les yeux fermés. Mesdépanneurs.fr, une solution Engie. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire.
te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Branchez-vous au meilleur de l'actualité devant votre programme avec la nouvelle Skoda Octavia i-Vie hybride rechargeable. Mesdames, Messieurs, le Trumpisme survivra-t-il? Tenez, regardez, ces deux électeurs, ce couple d'électeurs trumpistes convaincus qu'il y a eu fraude et tricherie. Personne ne peut dire qui sera le président tant que les États ne l'auront pas certifié. Ils sont en train de faire des recomptes de voix qui sont en faveur de Donald Trump. Et je crois que Trump sera le prochain. Ils ont tout prévu, tous en même temps. L'arrêt du dépouillement, tous ensemble. Et puis miraculeusement, le jour d'après, oh, on a trouvé tous ces bulletins. Et 100% d'entre eux sont pour Joe Biden. Il y a juste trop de choses qui clochent dans cette histoire. Je vous remontre quand même les images de Trump qui boude, mesdames, messieurs, regardez-le. Vous savez, Trump ne téléphone toujours pas à Biden, et à mon avis, il n'a pas du tout l'intention de le faire. Et donc, que fait-il? Eh bien, voilà ces images volées hier. Il joue au golf. D'ailleurs, il a dit que s'il perdait, il irait jouer au golf en Écosse. Voilà, il a dit ça il y a quelques mois déjà. Je vous propose, mesdames, messieurs, je vous ai fait un petit montage avec des petits extraits de Donald Trump pendant la campagne, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, dans différents meetings où il se disait mais c'est pas possible, si je perds dans le Minnesota ou je ne sais où, en Pennsylvanie, je reviendrai même pas, c'est impossible, on ne peut pas perdre face à un nul comme ça. Voilà un petit peu les verbatims. Regardez, quelques petits extraits de meetings de Donald Trump pendant la campagne. I lose Minnesota, I'm never coming back, I don't care. He has no idea what he's saying. How the hell do you lose to a guy like this? Is this possible? Oh, I'll never come to Pennsylvania again. I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. Le problème, Jean-Claude Beaujour, c'est que le loser, c'est lui maintenant. Ça doit être dur. Lui qui ne cesse de traiter ses ennemis de losers, parfois avec une certaine inélégance. Souvenez-vous, hein, à propos des soldats américains tombés en France lors des commémorations, certains de ses proches avaient dit j'avais pas envie de les commémorer, ces morts américains sur le sol français, parce qu'au fond, ils sont morts, c'est que c'est des losers. Je ne sais pas si les propos sont vrais, mais ils ont été rapportés. Donc le loser aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il fait bouder, c'est lui. C'est bien la preuve que Donald Trump, il a les défauts de ses qualités. Il a su gagner l'élection en 2016, mais il a été incapable de se présidentialiser. Et véritablement, c'est sur des propos comme ceux-là qu'il perd, parce que c'est proprement inacceptable. À votre question, est-ce que le Trumpisme va survivre à Trump? Je pense qu'il y a... la réponse est plutôt oui, parce qu'il a été élu... en tout cas, il a eu 70 millions de gens qui, derrière, il y a un certain nombre de valeurs ou de convictions qu'il partage avec Donald Trump sur les questions, par exemple, religieuses, sur le patriotisme économique, sur le protectionnisme, ou en tout cas sur la place de l'Amérique dans le monde. Ce sont des sujets sur lesquels un certain nombre de concitoyens américains, de citoyens américains se retrouvent. Et de ce point de vue, je pense que ces gens-là vont continuer, en tout cas le Trumpisme, il y a tout un électorat qui va continuer à le suivre. Ce qu'il fera, on n'en sait rien, mais en tout cas qui sont fortement ancrés. Le dernier point, je pense que ce que vous avez, le reportage que vous avez montré traduit bien une chose aujourd'hui, mais qui n'est pas simplement liée à Donald Trump ou simplement de sa présidence. Aujourd'hui, l'Amérique est tellement clivée qu'un fait, une allégation devient une vérité. Vous entendez bien, le monsieur et la dame vous ont dit, il y a eu beaucoup de choses, donc c'est vrai. Et, imaginez un peu, on vous dise, en une nuit, on aurait emmené des centaines de paquets de voix comme ça dans un sac, mais les choses c'est quasiment invraisemblable. On ne peut pas comme ça en une nuit, ça ne se fait pas au petit bonheur comme ça. Il y a des caméras dans les... Il y a des caméras, il y a des caméras qui retransmettent d'ailleurs à l'extérieur
l'intérieur des zones de décompte. En Pennsylvanie, il y avait des caméras qui retransmettaient le dépouillement. Donc il y a un contrôle. Vous imaginez qu'on laisse des bulletins de vote dans une pièce, qu'on ferme avec une petite clé, qu'on se dise bon ben demain on va recommencer. Jean-Claude Beaujour, je tiens à vous dire, cher maître, que le vote par correspondance était légal en France jusqu'en 1975. Sous Giscard, on l'a supprimé parce qu'il y avait trop d'arnaques. D'ailleurs, au passage, les histoires sont rigolotes parce que ça passait par le ministère des Postes qu'on appelait les PTT à l'époque, et on disait aux PTT qu'il y avait beaucoup de préposés qui étaient proches du Parti communiste et qui piquaient les enveloppes. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça a été supprimé sous Giscard. Mais attendez, mais même encore maintenant, vous avez des incidents électoraux en France et vous avez des contestations. Ça n'est pas ça qui est contesté. Ce qui est contesté, c'est qu'à partir du moment, et les deux votants républicains ont parfaitement le droit de critiquer tel ou tel incident, mais vous voyez que c'est très, très vague. Et c'est ça qui mine en quelque sorte. Je suis très content que vous mettiez l'accent sur ces deux personnes que nous avons vues. On ne les connaît pas, mais quand même, quand on les voit, ces deux Américains... C'est pas des hystériques. Ce couple, exactement. On peut s'identifier à eux. Ce sont des gens, je ne sais pas, ils ont 55 ans, ils ont travaillé toute leur vie. On imagine qu'ils ont payé régulièrement leurs impôts, que ce sont des citoyens américains totalement intégrés et patriotes. Semer le doute auprès de ces gens-là, qui sont dans leur vie, qui sont loin de la politique et de toutes les combines qu'il peut y avoir, c'est extrêmement facile. Les faire douter de la sincérité du vote, c'est extrêmement facile. Mais c'est totalement corrupteur du pacte civique. Parce que si vous faites douter des millions de gens de ce qui s'est passé, mais comment la société américaine continue-t-elle à vivre ensemble? C'est une responsabilité très importante. C'est ce qui se passe, sauf si c'est vrai. Il faut amener des preuves. Oui, il faut amener des faits. On les a les preuves, William Tay? Non, mais il commence à en amener. À chaque fois qu'on apporte un argument, vous dites que c'est pas vrai. Non, mais c'est la justice de déterminer si c'est pas vrai ou pas. Mais précisément, d'où l'histoire précise. Non, mais il a raconté l'histoire de Joe Frazier, etc. Mais ils vont commencer à donner la plupart des éléments. Joe Frazier, ce boxeur mort qui aurait voté. Et même si on regarde dans certains États, on peut taper, parce qu'on peut regarder sur le site du Michigan par exemple, on peut taper le nom de quelqu'un qui est né en 1854 ou 1890 et qui a voté par mail, et on sait exactement à quelle date il a voté. Et attendez, je vais terminer dessus. Donc laissez à Trump le temps de constituer un dossier et il va l'amener. Il a dit qu'il amènerait tous les éléments dans chacun des États aujourd'hui. Laissez-lui le temps. Ça serait un retournement extraordinaire. Il y a déjà Angela Merkel, l'Indien maudit, a envoyé leurs félicitations à Joe Biden. Si d'aventure, en 3 semaines. Et mérité, s'il y a eu des fraudes. Franchement, William, écoutez, vous êtes un garçon quand même qui vivait avec votre temps. Les opérations de vote ont été closes, je pense qu'on peut dire comme ça, parce que clôturer serait inexact, mardi soir. Oui. Non, mais mardi soir. Ah non. Vous ne pensez pas que d'ici mardi soir, nous sommes lundi matin? Vous ne pensez pas, connaissant la vélocité, la précision de la démocratie américaine, de ses acteurs, vous ne pensez pas que nous aurions une histoire partagée sur les fraudes? Franchement. Non, mais ce qui est compliqué dessus... Faut pas que le parti pris vous aveugle. Non, mais ce qui est compliqué, vous le savez aussi bien que moi, c'est que l'élection, oui, au niveau populaire, s'est jouée avec un grand écart. Le problème, c'est que dans les États, ça s'est joué à très peu d'écart. Donc, en fait, s'il y a des petites erreurs, ça peut basculer dans un sens ou l'autre. Et ensuite sur la question le Trumpisme a-t-il un avenir? Moi, je dirais que Trump n'a pas uniquement muté le Parti républicain, il a muté tout l'Occident. Parce que la gauche de Biden va s'adapter à Trump. Ils vont désormais prendre son paradigme économique. Et en plus, l'Europe est en train de prendre son paradigme économique. Parce qu'en fait, le cycle ouvert dans les années 80 est fini. Le cycle qui était on délocalise pour maintenir le pouvoir d'achat des classes moyennes ne marche plus. On a vu les gilets jaunes en France, on a vu différentes révoltes. Donc désormais, on va adopter une ligne qui est plutôt trumpiste. Ça veut dire une ligne économique qui est basée sur la production. Non, mais qu'il ait bougé un peu le barycentre, on peut l'entendre. Allez, on était avec José à Marseille. On va retrouver Gabin qui est étudiant, je crois, qui nous appelle par Skype. Mon cher Gabin, bonjour. Oui. Bonjour. Le Trumpisme peut-il survivre à cette défaite, s'il y a défaite? Alors, d'abord, moi, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le traitement médiatique de la presse américaine qui a été faite par rapport à Donald Trump. Je pense qu'on s'est trop accordé à la forme et pas assez au fond, selon moi. C'est-à-dire que Donald Trump, effectivement, c'est une personnalité que je qualifierais de très farfelue. C'est une évidence, qui a un franc-parler, il ne faut pas le nier. Mais je pense que ses idées sont plus intéressantes que ce qu'il dit sur la forme.
Et sur la forme, ces idées sont très claires. Ces idées, c'est quoi? C'est le souverainisme, c'est le protectionnisme, c'est le patriotisme. C'est finalement des idées qui sont reprises par toute une partie de l'Occident. Et là où je vais rejoindre ce qui a été dit par M. T, c'est qu'effectivement, par rapport toujours au traitement médiatique, c'est qu'en 2000, lors de la présidentielle entre M. Al Gore et M. Bush, à l'époque, les médias avaient attendu la fin des recours d'Al Gore pour annoncer la victoire de George W. Bush. Et aujourd'hui, on n'attend pas la fin des recours de Donald Trump pour annoncer la victoire de Joe Biden. Et je pense qu'il faut quand même avoir une pensée par rapport à ça. Et ensuite, je voudrais dire, si le Trumpisme a un avenir, je pense que le Trumpisme a un avenir, mais avec une personnalité peut-être moins extravagante que Donald Trump, et qui saurait reprendre des idées intelligentes, les adapter, et aussi les adapter avec le temps dans lequel nous vivons en ce moment. Et je pense également que les idées de Donald Trump ont un avenir dans le monde entier, et notamment dans l'Occident. Parce que je ne pense pas, je ne pense pas que nous allons pouvoir continuer avec des politiques qui, forcé de le constater, n'ont pas marché depuis des décennies. Et c'est une réalité. Et c'est ce que Donald Trump, finalement, a dénoncé pendant toutes ces années. Ce n'est pas, le dire, ce n'est pas mettre en cause tout un système ou mettre en cause la 5e République. Le dire, c'est simplement faire un constat et dire maintenant, c'est peut-être le moment de se réinventer et de créer autre chose de manière intelligente. Avec, Gabin, très, très intéressant. D'abord, Anne-Elisabeth Moutet, journaliste éditorialiste au Sun de Télégraphe, serait-il donc possible que Trump n'ait perdu, s'il a perdu cette élection, que sur sa personnalité, ses outrances, son caractère, ses propos discourtois à l'endroit des uns et des autres, qui ont pu vexer et le faire perdre. D'ailleurs, dans certains États, il a perdu chez McCain, notamment parce que voilà, il n'est pas entendu dans certains États républicains. Il a choqué une partie de son électorat dans des endroits où ça faisait mal, et je crois qu'on a tout évoqué. On a évoqué ces mots à l'égard des militaires, et les militaires s'en sont souvenus. Or, les militaires, parce qu'ils sont déployés dans le monde, votent aussi par correspondance, et c'était les paquets de voix qui auraient pu contrebalancer tout le vote par correspondance qui avait été organisé par le Parti démocrate. Sur John McCain, qui est tout de même un héros, qui a été abattu dans son avion pendant la guerre du Vietnam, qui a été pris par le Viet Cong, qui a été torturé, à qui on a proposé de rentrer aux États-Unis avant ses camarades, et qui a dit je reste avec eux alors que les conditions étaient monstrueuses, et qui est revenu 5 ans plus tard estropié à vie. Dire que les gens qui se faisaient prendre c'était des losers, ça lui a perdu probablement les quelques voix qui lui manquent en Arizona. On ne sait pas tout à fait, ils sont encore en train de compter. Mais s'il perd l'Arizona, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Et il y a eu plusieurs exemples comme ça. Cela dit, je pense que Gabin a dit quelque chose de très intéressant. Sur la presse américaine, il y a eu une délégitimisation de Donald Trump qui a dépassé l'opposition politique générale. Et bon, je suis à moitié américaine, j'ai grandi à New York, j'ai grandi avec le New York Times tous les matins. Je suis sidérée de la capacité qu'ont eu les journaux américains, qui étaient totalement objectifs, qui vérifiaient tout, qui étaient fiers de ne jamais dire une opinion dans les papiers d'information, et ils se sont transformés en une machine idéologique stupéfiante. Anti-Trump. Anti-Trump, anti toutes sortes de gens. Il faut bien se rendre compte que l'Amérique de Trump, c'est l'Amérique des Gilets jaunes, c'est une Amérique qu'il méprise. Comment est-ce que Hillary Clinton perd aussi spectaculairement contre Trump il y a 4 ans? C'est parce qu'elle a traité les électeurs de Trump, elle les a appelés un panier de déplorables. C'est une expression aussi étrange en anglais qu'en français. Ça veut dire qu'elle les a méprisés. Alors ce sont des gens qui se sont sentis méprisés, qui à chaque fois qu'ils regardaient, qui cliquaient sur un titre de la presse, on leur expliquait à quel point ils étaient essentiellement des gens méprisables. Et il y a tout de même une chose dont on n'a pas parlé, c'était l'échec total des sondeurs. Les sondeurs nous annoncent les uns après les autres pendant des semaines que Biden va gagner sans aucune difficulté. À 8h02, on sait qu'il sera élu président des États-Unis. Tout est plié. Et je ne pense pas que les sondeurs, eux, aient été idéologiques dans leur choix, qu'ils aient fait exprès. Je pense que les sondeurs ont
ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire qu'ils étaient incapables même de voir les arguments qui leur auraient permis de pondérer les réponses des gens qu'on sondait. Parce que tout le monde sait qu'il y a ce qu'on appelle un vote timide. Ouais. Les gens qui ont peur de dire qu'ils votent pour Trump, il y a 4 ans, c'était se faire traiter d'horrible type. Mais maintenant, ça veut dire aussi que vous pouvez perdre votre emploi ou que votre maison va être vandalisée. C'est arrivé à des gens qui avaient osé mettre, comme on fait aux États-Unis, un petit placard Trump, Pence, sur le dans leur jardin. Et ils n'ont pas assez pondéré parce que je crois qu'ils ne sont plus capables. Cognitivement, les neurones ne sont pas organisés de cette façon. C'est ce qui s'est passé avec Marine Le Pen il y a quelques années, surtout Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire qu'on appliquait des coefficients pondérateurs parce que les gens ne disaient pas « je vais voter Jean-Marie Le Pen », alors les sondeurs avaient leur propre petite sauce, ils mettaient plus 3%, plus, etc. On n'y arrivait jamais. C'est une sauce avec des algorithmes, et là ils ont dit tous « ah, on s'est trompé la dernière fois, on ne va pas se tromper cette fois-ci ». Il y en a un seul qui avait raison, c'est Robert Cahaly de Trafalgar Group. Trafalgar en anglo-saxon, c'est pas une défaite. Oui. Et il a dit « non, Trump va regagner ». Alors c'est pas tout à fait ça, mais néanmoins, c'est assez proche. Alors regardez, Trump a tweeté justement sur les médias. Sur les médias, regardez le tweet de Trump. Depuis quand les médias boiteux décident qui sera notre prochain président? Nous avons tous beaucoup appris au cours des 2 dernières semaines. Depuis des décennies, en fait, parce que moi j'ai découvert à cette occasion-là qu'il n'y avait pas une instance comme le ministère de l'Intérieur, par exemple, aux États-Unis, qui décrétait que l'élection était terminée et que l'un des 2 candidats avait gagné. J'ai compris que c'était Associated Press qui déterminait dans un État, en accord avec les autorités de l'État, c'est Associated Press qui donne le feu vert. Ça s'appelle une tradition culturelle. Donc Donald Trump ne peut pas faire semblant de la découvrir. On n'est quand même pas obligé de croire tout ce que dit Donald Trump. Parce que si on croit tout ce que dit Donald Trump, on va croire que on peut aussi admettre le petit Jésus et pas mal de monde existent. Je voudrais juste revenir sur un propos de Gabin après le Trumpisme. Donald Trump a installé l'idée du souverainisme. Mais enfin, il faut quand même... Le souverainisme, quand on est américain, ne peut pas avoir le même sens que quand on est européen. Parce qu'aux Amériques, on est producteur de pétrole brut et on a les GAFA dans son jeu qui inondent le monde entier. Donc, c'est pas difficile d'être souverainiste. Mais nous, on ne peut pas être souverainiste comme le sont Trump, parce qu'on n'a pas les outils de l'Amérique. Donc, le Trumpisme, peut-être, il vivra aux États-Unis. Mais enfin, en faire une marchandise d'importation, si c'est pour se tirer des balles dans les pieds, allons-y. Hein. Franchement. Hein. Oui, cela dit, on manque un peu de pétrole. Non, mais cela dit, vous êtes admettre. Quand on oublie la personnalité de Trump, sur sa façon de gérer la chose publique, le rapport qu'il a à l'économie, etc., ça a été une transgression totale. Ça a été totalement subversif, transgressif, fou, assez efficient, assez efficace. Et de ce point de vue-là, c'est une vraie révolution. Il y a 2 facteurs dans ce que vous dites. Le premier, c'est que nous ne sommes pas aux États-Unis, donc nous avons du mal à nous rendre compte de l'action de Barack Obama comme de l'action de Donald Trump. Nous voyons ça d'un peu loin. Donc, un jugement sur sa politique économique, j'aurais du mal à en porter, mais il faut constater qu'au début de l'année, les indicateurs étaient tous orientés dans le bon sens. Donc, mais après, vous dites sa personnalité, mais dans une démocratie où il s'agit de sélectionner un dirigeant, toutes les démocraties fonctionnent comme ça. En Russie, on ne sélectionne pas un dirigeant. Il n'y a pas d'opinion publique, le dirigeant il est là, et puis vous faites avec, si on a bien compris, jusqu'en 2036. Donc on est peinard pour quelques années en Russie. Mais aux États-Unis et en France, en 2022 en France, nous sélectionnerons un dirigeant. Donc ce qu'offre le dirigeant, le regard qu'il porte sur la société, cette manière qu'avait Donald Trump de parler d'un vice-président en disant c'est le plus bête de tous, si je perds comme un type aussi minable. Mais c'est quelqu'un qui, dans le débat, fait rire. Et c'est quelqu'un qui crispe. Et donc, quand on fait les comptes au total, c'est quelqu'un qui n'est pas majoritaire. À qui faut-il s'en prendre sinon à lui? Non, mais vous avez raison sur un point. Moi, j'analyse l'élection entre Biden et Trump comme l'élection entre Sarkozy et Hollande en 2012. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'est pas attaché au bilan et aux propositions de Joe Biden, on analysait uniquement la personnalité de Donald Trump. Mais ça compte. Non, mais je suis d'accord avec vous, il a perdu sur 2 points. Mais il y a un deuxième point qui est important aussi, c'est la question du Covid. On n'a pas parlé, mais s'il n'y avait pas le Covid, Donald Trump était réélu. Tout le monde le savait. Jean-Claude Beaujour. Est-ce que le Covid a été implanté par les démocrates aux États-Unis? Jean-Claude Beaujour, et puis on ira revoir Gabin. Et sur la politique économique, Donald Trump a eu des chiffres incroyables. Et il y a un autre point, c'est que le pouvoir d'achat des personnes a augmenté, notamment des minorités. Et c'est pour ça que des minorités sont passées vers Donald Trump. Là, on refait l'élection. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans toute élection... La question, c'est est-ce que le Trumpisme va survivre? Il faut analyser si le Trumpisme est efficace ou pas. Si je peux terminer. On a répondu, tout à l'heure, je vous ai répondu oui.
aux États-Unis, oui, pour des raisons que j'ai évoquées. Oui, il va survivre. Mais comment? Oui, le Trumpisme va survivre. Maintenant, on refait l'élection en disant, vous savez, mais pour toutes les élections, c'est toujours comme ça. Alors on essaie de se trouver Bien sûr, on a dit qu'économiquement, l'Amérique allait bien, et probablement, si l'élection avait été au mois de janvier ou février, peut-être qu'il l'aurait emporté. Le fait est que, mais pour toute élection, c'est comme cela. Vous jouez avec les éléments du moment, et puis c'est comme ça. Et ça vaut pour Trump, ça a valu pour Macron, lorsque les histoires Fillon ont complètement bouleversé la donne. Et puis c'est ainsi, et ça sera toujours ainsi pour toute élection, malheureusement. Ça ne minore pas, ça ne majore pas, ça ne retire rien au bilan, mais c'est une réalité politique, et il faut qu'on le vive comme cela. Parce que sinon, ça ne sert à rien de dire, oui, il y a eu le Covid, et à cause du Covid, il a perdu. Non, mais la question, c'est est-ce que le Trumpisme va survivre? Le Trumpisme survit si c'est efficace à la fois politiquement et électoralement. Gabin, étudiant en droit à Toulouse, qui nous appelle, mon cher Gabin. Vous vouliez rebondir, réagir sur ce que disait Jean-Michel Apathy, peut-être? Oui. Alors, par rapport à ce que disait Monsieur Apathy, par rapport à l'Europe, premièrement, parce que comme il a abordé la question de l'Europe, moi, j'aimerais dire une chose. C'est un débat très intéressant qu'il a soulevé, parce que l'Europe, justement, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-ce qu'elle fonctionne bien? C'est la question qu'on peut se poser également par rapport à ce que dénonce Donald Trump et par rapport à ce que dénoncent les populistes, entre guillemets, de droite et de gauche même, en Europe. Est-ce que l'Europe d'aujourd'hui fonctionne bien? On le sait, notamment avec la BCE, avec la manière avec laquelle elle fonctionne. On sait très bien que l'Europe aujourd'hui, ça traîne un petit peu des jambes aujourd'hui. Cela dit, les grosses accusations, Gabin et Jean-Michel, les grosses accusations que proférait Trump à l'endroit de Biden, c'était vous voulez transformer les États-Unis en Europe. Moi, je veux pas. Je veux pas de ce système. C'était vraiment un des épouvantails que brandissait Trump, c'est que nous ne voulons pas être la France. La France, c'est un pays communiste pour Trump. J'espère bien. C'est un pays communiste. Ils ne veulent pas être la France. Un pays avec 11% de chômage. Avec 11% de chômage, alors qu'il en avait 3. Non, on ne veut pas être la France. Il n'y a aucun risque que les États-Unis deviennent la France. Enfin, oui, je ne sais pas, mais... Oui, mais le projet Biden, il est un peu plus européen que le projet Trump. Plus européen, c'est-à-dire plus de coopération avec l'Europe, vous voulez dire? Non. Il est un peu plus social. Le projet de transformation de la société américaine par Biden, c'est un projet qui ressemble un peu plus à la réalité de la vie que nous avons en Europe. Je ne sais pas sur quels critères précis vous appelez ça. L'Obamacare, par exemple, oui, voilà. L'Obamacare, par exemple. C'est fini, John Wayne, quoi. C'est fini, Clint Eastwood. La société américaine, c'est une société comme les autres qui pousse depuis longtemps vers un mieux-être et une protection face à la santé. L'Obamacare, quand il est institué par Obama en 2008, c'est le fruit de débats que la société américaine agite depuis des années. Biden ne veut pas d'un Obamacare. Non, mais il va refaire un peu d'Obamacare et pas tout à fait. C'est une société qui cherche une meilleure protection sociale. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre le problème par le bout que vous voulez, mais qu'il y ait un peu de solidarité dans une société évoluée face au cancer, franchement, c'est ni de droite ni de gauche. C'est humain. Voilà. Vous avez un cancer, le traitement coûte $100 000. Si la puissance publique vous en donne 20, c'est pas mal. Non, mais il y a une question. Vous avez 30 secondes. Parce que l'Obamacare, c'était une usine à gaz où il y avait des tickets modérateurs de 10 000 à 15 000 $ par an. En d'autres termes, c'est un programme, tout le monde de censé veut une couverture médicale aux États-Unis. Mais quelque chose qui essentiellement a cédé, un programme qui a cédé aux intérêts particuliers des assureurs, des hôpitaux, de l'association des médecins, des avocats qui font les procès en malfaçon et des sociétés d'assurance, ça a fait une espèce de chose absolument monstrueuse qui a un seul avantage par rapport à ce qu'il y avait avant. Une usine à gaz à la française, vous voulez dire? Non, au contraire, de droite libérale. Bien pire qu'une usine à gaz à la française. Et Jean-Michel Apathy a tout à fait raison, il y avait une partie des intérêts capitalistes auxquels Obama a cédé. Dieu seul sait pourquoi. Et le vrai problème, c'est ça. Et les gens n'ont pas les moyens, en réalité. La seule chose qui était bien avec Obamacare, et que beaucoup de gens ont accepté, c'était que les compagnies d'assurance qui vous assurent n'avaient plus le droit de vous refuser de vous donner un contrat si vous aviez déjà une maladie. Bien. Exactement comme les assurances immobilières chez nous. Bien. Merci beaucoup, les amis. Est-ce que vous êtes gaulliste, Jean-Michel Apathy? Oui, non? Oui. Oui. Anne-Elisabeth? Oui. Vous êtes gaulliste? Oui. Oui, vous êtes gaulliste également? Et vous, William? Oui, et puis tout le monde est gaulliste. On sort un truc aujourd'hui. Que ferait De Gaulle au 21e? Mesdames, Messieurs, c'est les 50 ans de la mort du général De Gaulle aujourd'hui. Que signifie être gaulliste? Est-ce que être gaulliste a encore du sens? On se pose la question. Vous m'appelez au 01 41 41 10 20 comme Gabin qui était avec nous il y a quelques instants. Tout de suite.